Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Technominds, le talk dédié au monde de la tech. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du numérique éducatif, ces outils numériques censés révolutionner l'enseignement, l'éducation, entre intelligence artificielle, réalité augmentée, plateforme d'apprentissage. On nous promet des cours plus interactifs, plus efficaces et accessibles à tous. Mais est-ce vraiment le cas? Où en est la Belgique face à cette technologie de l'apprentissage? Eh bien, pour parler de tout cela avec nous, je vous propose d'accueillir juste en face de moi Sébastien Reinder, expert EdTech senior pour ALDN, l'agence du numérique. Bonjour, explique-nous un peu ton rôle. Donc oui, je suis expert à l'agence du numérique. L'agence est une structure qui est en charge du programme Digital Wallonia, qui est la stratégie wallonne du numérique. Je suis particulièrement en charge du secteur éducation, dans lequel l'objectif, c'est mon rôle, c'est de lier la politique publique, les investissements du privé ou des entreprises et les besoins qui sont issus du terrain, c'est-à-dire les écoles, les élèves, les apprenants, voilà. L'objectif, c'est de faire passer le numérique d'un concept qu'on peut trouver en laboratoire ou en magasin à quelque chose qui est utile et efficace et durable dans le cadre des écoles. Des écoles, des formations, etc. Alors, juste à tes côtés, on a Floriane de Guélingue, qui est Community Manager du Salon 7, un salon dédié aux nouvelles technologies dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation. C'est ça, explique-nous. Voilà, effectivement. Donc, 7, c'est l'acronyme de School Education Transformation Technology. Donc, c'est vraiment une vitrine de l'école de demain. C'est une plateforme qui rassemble les professionnels de l'enseignement, que ce soit les enseignants, les technopédagogues, les directions, avec des experts du numérique et également les entreprises EdTech, et le tout qui se rassemble autour de 80 stands et 60 conférences et ateliers. Et donc, en tant qu'organisateur de l'événement, on s'entoure d'un comité scientifique qui est composé, entre autres, de l'Université de Namur et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous aide vraiment à élaborer le contenu. Et alors, aussi important à savoir, c'est un événement qui est reconnu par l'IFPC comme formation professionnelle continue. Voilà, un salon qui a lieu à Namur tous les ans en janvier. Voilà, c'est ça, tous les ans fin janvier. Alors en visio avec nous, si on peut le faire apparaître sur l'écran ici en studio, top, parfait, Benoît Freinet, professeur et titulaire du nouveau cours l'IA, enjeux et opportunités à l'UNAMUR. En quoi consiste ce cours exactement, Benoît? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on a lancé un nouveau cours à l'Université de Namur, dont l'objectif est de former tous les étudiants, quel que soit leur background. Donc, tous les étudiants en droit, en médecine, en informatique. L'idée, c'est qu'en troisième année, tous les étudiants de l'université aient accès à un cours sur l'IA pour les former aux aspects techniques, mais aussi juridiques, éthiques et justement liés à l'éducation. Ça devient essentiel à l'heure actuelle. Et alors, juste à mes côtés, encore l'UNAMUR, Guillaume Mellet, technopédagogue donc, de l'UNAMUR. Vous avez cité les professeurs dans la mise en place des nouvelles technologies. C'est ça, expliquez-nous un peu. Oui, alors donc moi je suis technopédagogue à la cellule TIS, donc on s'occupe de tout ce qui est numérique au service de l'enseignement, et à la cellule Punch, qui est une cellule qui traite de questions d'innovation pédagogique, et donc indirectement il y a toujours un rapport avec le numérique aussi. Et le rôle du technopédagogue, c'est un peu un poste qui n'existe pas, qui a été créé par rapport à des besoins. C'est avant tout d'être expert pédagogique avec vraiment une fibre numérique. Donc c'est de déterminer dans l'accompagnement des enseignants, mais des étudiants aussi, si l'introduction, l'intégration d'un outil numérique apporte une plus-value dans le dispositif pédagogique. Donc ça, c'est vraiment le défi. On a un peu un rôle d'interprète, en fait, entre l'outil et l'intention pédagogique de l'enseignant ou de l'étudiant. L'intérêt réel de cet outil supplémentaire. Voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le rappelle, on est en live donc sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube ou encore LinkedIn. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez interagir tout simplement avec nous, faire part de votre opinion, n'hésitez pas, j'essaierai de relayer, d'être attentive aussi aux différentes pages. Je ne promets pas de le faire dans la seconde, mais je vais essayer d'être un maximum attentive. Alors,
On a commencé un peu ce live en discutant un petit peu et il y a eu cette première question, c'était l'EdTech. Moi j'avais envie de parler d'EdTech et en fait on m'a repris un peu, on m'a expliqué que voilà, l'EdTech c'était plutôt le côté, le secteur start-up, etc., le secteur entrepreneurial derrière la technologie, c'est ça? On fait un peu cette différenciation entre les outils numériques éducatifs et l'EdTech. Ne mélangeons pas tout, c'est ça? Expliquez-moi un peu. Il y a les usages, et ça c'est le numérique éducatif. Et puis il y a les outils, et là on peut parler d'EdTech, particulièrement quand on parle des services ou en tout cas des logiciels ou des outils qui permettent d'apprendre. Après il y a encore un secteur qui est le secteur du matériel, mais bon, celui-là fait partie intégrante de l'EdTech. Justement, parlons EdTech pour commencer. Donc, c'est un marché en plein essor. D'ici 2033, on estime qu'il représentera plus de 142 milliards de dollars en Europe contre 48 en 2024. Donc, Sébastien, quelle est un peu la situation du secteur de la EdTech ici en Belgique? On sait qu'on est peut-être un petit peu à la traîne comparé au Royaume-Uni, à l'Allemagne ou encore à la France. Oui, c'est clair que si on peut prendre une image, on n'est pas premier de classe. Ça, c'est clair. Après, le secteur tel qu'il est en Belgique, puisque la question c'est la Belgique, il est très morcelé, puisque nous avons 3 cultures et 3 langues différentes sur le territoire. Donc il est morcelé, donc il n'a pas une vision stratégique uniforme. Si on devait se positionner seulement sur la partie francophone, qui est plutôt pour l'agence du numérique, la partie régionale, il y a de très bonnes idées. L'innovation est là. Ce n'est pas le manque d'idées qui va poser problème, c'est simplement la vision stratégique de ces sociétés qui doivent d'abord viser l'export avant de viser le local. Parce que sur le local, simplement, il n'y a pas de possibilité de rentabilité, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Voilà. Et donc, on a des startups qui ont démarré en Wallonie et qui ont été financées via des programmes wallons, mais qui maintenant sont à Paris, où leur maison mère est à Paris. Donc un secteur EdTech en Wallonie n'a que peu d'intérêt. D'accord. S'il se cantonne à la Wallonie. Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, et là je pose un peu la question à tous, ou même à toi, Benoît, par rapport à des pays comme la France et l'Allemagne, on les a cités, qu'est-ce qui manque à la Belgique pour devenir un acteur clé de l'EdTech? Alors, je pense qu'en fait, en Wallonie et en Belgique en général, on a quand même pas mal de compétences, donc que ce soit dans les universités, dans les entreprises. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de compétences. Il y a le problème de la structure de la Belgique qui est complexe, que vient de l'expliquer Sébastien. Maintenant, il y a aussi parfois des problèmes de moyens. D'un côté, il y a des moyens qui sont parfois débloqués. Par exemple, dans le cas de l'IA, la région Wallonne a financé le projet ARIAC à hauteur de 30 millions d'euros. C'est un projet sur l'IA. Par contre, si on regarde l'enseignement lui-même, ce qui est assez frappant, c'est que sur les 10 dernières années, on a perdu plus d'une dizaine de pourcents en financement par étudiant, par exemple, dans l'université. Or, l'EdTech, ça a un coût. Déjà, il faut payer les outils qui ne sont pas gratuits. Et puis, il faut former les gens. Et il faut des moyens humains. Par exemple, Guillaume, qui est juste à côté de toi, m'a dit, on va le payer pour qu'il puisse nous aider à déployer ces outils. Et donc, je crois que c'est aussi un gros problème de moyens. Mais il faut aussi oublier de former les gens. Maintenant, des acteurs, on en a. Par exemple, avec Namur, on travaille avec des acteurs comme Manote ou Clap. Encore l'autre jour, on a fait des expériences avec la Manote pour leur permettre d'améliorer un outil. Donc, il y a des choses qui bougent, mais il y a un problème de moyens, je dirais. Et est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un manque de volonté politique, peut-être, d'investir dans cela ou de mettre les moyens, je ne sais pas, de manière générale, un petit tour? Ce n'est pas aux politiques de mettre des moyens. Le politique, il est chargé de mettre un cadre. Ce cadre est là? Il n'existe pas spécifiquement en région wallonne, il est là de manière européenne. On a des cadres contraignants, on a des cadres qui permettent d'investir ou en tout cas d'anticiper certaines choses, entre autres sur l'IA. Mais je pense, en termes de positionnement, ce n'est pas au pouvoir public de lancer l'initiative.
il y a quelques années, on avait des politiques qui étaient sur la créativité. On a beau s'asseoir tous ensemble dans une salle et dire « soyons créatifs », ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas en mettant des moyens par défaut que ça fonctionne. Donc le but du politique, c'est de mettre un cadre, une stabilité, de proposer la possibilité aux entreprises de s'intégrer dans un... Créer un terreau fertile pour que voilà. les entreprises puissent se développer. Voilà. Là, on parle de l'EdTech. Là où on avait déjà un peu détourné, c'est qu'on parlait déjà des usages numériques qui sont liés à ça. Mais sur l'EdTech pur, c'est-à-dire sur l'investissement privé de sociétés sur un secteur qui est le secteur de l'éducation, dans les autres pays, il n'y a pas spécifiquement d'investissement propre que pour cela. Ok. Alors parlons un peu plutôt de l'impact concret des outils développés par les techs, ces outils qui promettent des révolutions pédagogiques. Mais qu'en est-il vraiment? Quel changement concret dans la pratique des enseignants et dans l'apprentissage des élèves? Là, je me tourne vers toi, Floriane. Lors des éditions du 7 en janvier dernier, par exemple, quelles innovations t'ont marqué peut-être par leur pertinence pour les enseignants, pour les étudiants? Donc en fait, depuis qu'on a lancé 7, ça date déjà depuis 2019, on a vu quand même défiler pas mal d'exposants et de concepts novateurs d'avant et après Covid, qui a pas mal fait accélérer le développement. Chaque année, on reçoit aussi une dizaine de nouvelles startups pour dire que c'est vraiment un secteur qui se développe. Maintenant, si je devais retenir certaines initiatives ou certains développements, c'est par rapport au matériel, notamment les écrans tactiles, qui se sont bien développés et qui sont davantage utilisés dans un théâtre scolaire. Il y a tout ce qui est logiciel de gestion de classe ou d'apprentissage qui a développé aussi pas mal de nouvelles fonctionnalités. On retrouve aussi des plateformes avec pas mal de ressources que les enseignants peuvent utiliser. Et alors dernièrement, ce que je trouvais assez intéressant, c'est justement ces logiciels d'apprentissage ou d'aide à la gestion de classe qui tiennent aussi en compte des besoins spécifiques des étudiants ou alors des outils plus spécifiquement pour les enseignants qui tiennent en compte du programme et de la spécificité de la classe. À côté de ça, il y a aussi deux zones qui se développent pas mal sur le salon. C'est la zone STEAM, qui a pris pas mal d'ampleur les dernières années. Donc, on rappelle STEAM pour ceux qui ne connaissent pas. Pour rappel, donc, les STEAM, c'est une approche pédagogique qui se veut interdisciplinaire. Donc STEAM, c'est l'acronyme de les statistiques, sciences, pardon, technologie, engineering, art et mathématiques. Et donc le but, c'est de mettre en fait les apprenants face à des situations concrètes et qui puissent développer une certaine collaboration, un esprit critique, de l'innovation et donc de nombreuses compétences en fait pour les métiers de demain. Et donc, voilà, c'est une zone qui s'est pas mal développée. Il y a pas mal d'initiatives, d'opérateurs qui vont en ce sens. Et donc, sur le salon, les enseignants ont la possibilité de voir des mises en situation, de voir des classes d'élèves qui sont dans ces situations-là, ou d'eux-mêmes participer à des formations, expérimenter et pouvoir alors réutiliser des activités en classe. Guillaume, quels sont, selon toi, les exemples d'outils numériques qui ont réellement transformé la pratique pédagogique en Belgique? Alors, en termes d'outils numériques, donc ici au sens large, donc ça peut être autant matériel que logiciel, qu'application. Il y en a pas mal. Peut-être commencer par une sorte un peu d'humour. Wikipédia, par exemple. Ça m'avait été... C'est un ancêtre que beaucoup de gens jeunes ne connaissent plus aujourd'hui, je crois. Ça date de 2001. Ça m'avait été rapporté par Marc Romainville, qui était mon directeur encore il y a quelques années, qui m'expliquait qu'en fait, à l'époque, les gens disaient que Wikipédia allait remplacer les enseignants, transformer l'enseignement. Bon, on voit un peu ce qu'il en est. Maintenant, Wikipédia a fait une sorte d'effet. En fait, il a répondu à un besoin, notamment au niveau de l'accès à la recherche. C'était une sorte de facteur, un déclencheur, en fait, qui pouvait transformer l'enseignement. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, ce n'est pas le plus pertinent. Dans les exemples d'outils qui ont
on va dire, transformer l'enseignement. Il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui est évidemment moteur de recherche, les outils d'interactivité, les plateformes de gestion de l'enseignement, tout ce qui est au niveau matériel, caméra, qui ont augmenté le potentiel de la visioconférence, le fait que les étudiants puissent suivre des cours en ligne et les enseignants puissent bénéficier de systèmes de captation. Ben voilà, tout ce qui fait que Benoît est très facilement avec nous aujourd'hui, par exemple. En Belgique, principalement, de ce que j'ai un peu recherché ces derniers jours, on a été particulièrement touché par tout ce qui est ce qu'on dit LMS, donc système de gestion de l'enseignement, plateforme de gestion de l'enseignement, notamment Moodle, qui est très connu dans le monde de l'enseignement, ou d'autres comme Blackboard, et qui offre en fait aux enseignants le fait de pouvoir développer un peu son scénario pédagogique, son cours en ligne, sur un espace qui est propre à son cours, à son enseignement, et qui lui donne accès à diverses activités, divers outils, notamment le fait de faire des tests jusqu'à aller à des examens pendant la crise sanitaire, par exemple, mettre en place des devoirs, permettre aux étudiants d'interagir entre eux sur des forums, travailler ensemble de manière collaborative via des wikis. Voilà, certaines choses intéressantes. Donc les LMS, je crois que ça a quand même pas mal transformé l'enseignement. On a évidemment tout ce qui est communication et collaboration. Et là, on parle d'outils comme Teams, comme Zoom. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'était pas très répandu. Et puis, la période Covid est vraiment, par exemple, un facteur externe, un déclencheur externe qui a forcé un peu toutes les institutions d'enseignement à se mettre à ce type d'outils. Donc là, on en reparlera au moment de l'adaptation des enseignants, etc. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et alors, on a d'autres outils qui sont arrivés. Sébastien en a parlé un peu avant, des outils comme, ou Benoît, comme WooClap, comme Amanote. Là, on est plus dans les techs, justement, des outils qui offrent un meilleur potentiel en termes d'interaction, en termes de communication avec les étudiants, permettent aux étudiants de s'exprimer. Voilà. Et puis alors, en termes de matériel, on a vraiment... ça a passé par différentes phases. On a eu un peu la phase ordinateur, tablette graphique, beaucoup dans... tablette, en fait, iPad. Dans l'enseignement obligatoire. On est passé au tableau blanc interactif qui était très pertinent pour des enseignants qui restaient dans leur classe, mais un peu moins pour des enseignants à l'université, par exemple, qui naviguaient vraiment entre différents auditoires. Et puis, on est un peu plus passé à des choses plus évoluées comme des écrans interactifs. Et on parle même maintenant de tables connectées. C'est quelque chose qu'on développe beaucoup chez nous et qui offre un potentiel aussi de transformation. Et alors, enfin, on a tout ce qui est MOOC, cours en ligne, qui sont ouverts à tout le monde, qui sont gratuits, qui permettent vraiment de compléter son apprentissage par des formations qui sont dispensées à tout le monde, ouvertes à tout le monde. Ça, je pense qu'il y a pas mal d'institutions qui se sont un peu engouffrées dans ce milieu-là aussi, qui est assez On voit que le champ est large, quand même. Justement, avec l'essor du numérique éducatif, les universités, les écoles, de manière générale, ne risquent-elles pas de se concentrer plus sur la technologie, la course à la nouvelle technologie, au détriment des fondamentaux pédagogiques? Je ne sais pas, Benoît, par exemple, est-ce que ton avis peut-être sur la question? Alors, ce qui est particulier dans le domaine, c'est qu'il y a souvent un sentiment d'urgence. On doit faire ça, on doit absolument utiliser tel nouvel outil. Et je pense que ce qui est caractéristique, au moins au niveau universitaire, c'est que la plupart des enseignants ont quand même une réflexion à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'utiliser cet outil? Est-ce que je vais le déployer? Comment que je vais le faire? Et souvent, c'est des réflexions qui se font pas seul dans son coin, mais à plein d'experts. Donc, si je prends le cas de l'IA, par exemple, lorsqu'on réfléchit l'une à l'une à l'IA, on va avoir des technopédagogues, on va avoir des experts techniques en IA, des profs disciplinaires, des spécialistes en droit, etc., etc. Donc, il y a toujours une réflexion et on essaie de résister à ce sentiment d'urgence, de devoir le faire. On ne le fait que si c'est intéressant pour l'étudiant et pour l'enseignant. Ok. Est-ce que peut-être, Sébastien, il y a des outils ou des approches, on en a cité beaucoup, mais que toi tu considères comme des modèles? Peut-être pour revenir sur l'intervention en même temps, et je vais y répondre en même temps. Le programme Digital Wallonia for Education s'occupe, est axé uniquement sur l'enseignement obligatoire. Et là, c'est deux salles, deux ambiances, parce que l'enseignement supérieur a ses propres réflexions et a eu ses propres réactions par rapport à la Covid. L'enseignement obligatoire n'a pas fait du tout la même chose.
Et donc là où on part sur des plateformes comme du Moodle, sur du Teams, si même ça a été mis en œuvre pendant la petite période de la Covid, l'enseignement obligatoire, sa transformation, elle est tout à fait différente. Elle est liée particulièrement aux outils. Alors, investissement en matériel, bon, la région a mis beaucoup d'argent pour équiper les écoles, autant en connectivité qu'en matériel, mais aussi dans le cadre des logiciels. Et voilà où vient la réponse. Je pense que tous les outils qui sont les plus intéressants, ce sont ceux qui s'adaptent à la pédagogie, et pas ceux qui sont obligatoirement où il y a une adaptation de la pédagogie pour utiliser le... Et là où la formation n'est pas une formation lourde. Donc on a parlé de WooClap, c'est un des exemples, c'est l'exemple wallon dont je parlais qui a percolé jusqu'en France. Il y a des outils comme Learning Apps, par exemple, qui sont des outils très utilisés dans l'enseignement primaire. Ce sont des outils qui ont une prise en main directe et par l'élève en termes d'usage et par l'enseignant en termes de modification pédagogique, puisqu'il peut directement intégrer son cursus dedans, faire des cours, avec une empreinte sur la formation qui est minimale. On parlera de la formation plus tard. Il faut que ce soit sur des outils où il n'y a pas de formation. Et donc, c'est ces outils-là que nous, on essaie de mettre en avant. Mais il n'y a pas un outil parmi d'autres, parce qu'en fait, entre la première primaire et la 6e secondaire, il y a tellement de cas d'usage qu'on va parler d'IA avec de l'adaptative learning en fin de primaire, on va travailler sur des outils liés à Wikipédia en début de secondaire, sur la rédaction de texte. Il y a vraiment plein d'outils intéressants, tant qu'ils s'adaptent et que ce ne sont pas des outils qui obligent automatiquement une adaptation forte pédagogique, même si elle est souhaitable quand même des fois. Alors, on en a parlé un petit peu depuis le début, mais c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui est partout, y compris dans nos écoles, et même, j'ai envie de dire, beaucoup dans nos écoles, que ce soit pour de l'analyse des performances, la correction automatique, le tutorat intelligent. Certains parlent même de remplacer parfois un peu l'enseignant, l'élève aussi de temps en temps, j'ai envie de dire. Mais faut-il s'en inquiéter? Benoît, quel rôle restera-t-il aux enseignants face à l'IA qui est déjà capable de beaucoup de choses, qui demain sera encore capable de plus de choses, générer des cours entiers, interagir avec les élèves. Quelle place il reste encore à l'enseignant aujourd'hui? Le facteur humain, j'imagine, mais explique-nous. Alors en fait, je dirais déjà qu'il y a énormément d'exagération autour de l'IA. Et par exemple, on va générer des cours, corriger des copies, etc. On est dans le délire le plus complet dans certains cas. On peut aider à générer des contenus, ça c'est clair, mais on est encore très loin de remplacer l'enseignant. Ça c'est clair. Ici encore récemment, on a testé un outil à Namur qui est intéressant, qui va compléter l'arsenal disponible, mais qui ne va pas remplacer les assistants, l'enseignant, etc. Et je dirais que c'est encore pire dans l'enseignement avant l'université, parce que là, il y a encore un aspect humain qui est beaucoup plus important, la prise en main de l'élève, qui est beaucoup plus importante. D'autre part, s'il y a bien un truc que le Covid nous a bien montré, on en a parlé plusieurs fois, c'est l'importance du facteur humain. Les élèves et les étudiants, pendant le Covid, étaient isolés. Et je pense que la plupart n'ont aucune envie de revivre ce genre de choses, d'être derrière son ordinateur, sans voir le prof, sans voir leurs copains. Donc je pense pas du tout qu'on va aller vers une situation où on remplace l'enseignant par l'IA. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va aider l'enseignant avec de l'IA. Ça, clairement. On va, par exemple, lui permettre de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire. Peut-être proposer des questions d'examen. Ça, c'est possible. Mais par contre, remplacer l'enseignant, je ne crois pas une seule seconde. L'IA restera un assistant de l'enseignant. Guillaume, justement, comment ont pris peut-être les enseignants l'arrivée de l'IA? J'imagine que malgré tout, elle est quand même utile, cette IA. Et voilà, on ne peut pas se mettre des œillères et se dire on ne l'utilise pas non plus. Il faut pouvoir aussi donner les bons usages aux enseignants. Oui, du coup, je rebondis sur la question et sur ce qu'a dit Benoît. On se demande beaucoup si l'IA va être en fait une menace ou une opportunité dans l'enseignement, pour les enseignants. Et je crois que la réponse est très simple en fait. L'IA est clairement une opportunité pour l'enseignement.
Et l'IA est clairement une menace pour l'enseignement. Ça dépend vraiment, de nouveau, du contexte dans lequel on va la recevoir. En fait, moi, de nouveau, mon rôle à l'université, c'est de reléguer... Alors, Benoît ne sera peut-être pas content parce que l'IA est très complexe, mais reléguer un peu l'IA au statut d'outil. Comme tout outil, ça va vraiment dépendre de la façon dont on le prend dans un dispositif pédagogique, la façon dont on va l'utiliser, et s'il y a toute une réflexion pédagogique en amont, avant d'utiliser une IA générative, peu importe. Et donc là, c'est vraiment l'objectif d'avoir une approche qui est raisonnée, être critique par rapport à l'IA. Mais pour ça, que ce soit l'enseignant ou l'étudiant, il faut encore que l'enseignant ou l'étudiant ait la capacité d'avoir une approche critique par rapport à l'IA. Ce qui n'est souvent pas le cas, c'est peut-être là qu'intervient un peu la menace. En fait, des gens qui s'engouffrent assez rapidement, comme disait D'où Benoît. l'utilité du cours, en fait, qui a été lancé à l'UNAMUR également dernièrement. Oui, c'est un des objectifs principaux du cours, évidemment. Et donc, en fait, l'urgence, elle est vraiment là. On est à un stade où ça va être un peu les institutions qui vont décider de est-ce que l'IA est une menace ou une opportunité, sachant que l'urgence, c'est vraiment de former les gens. Il faut former les enseignants, il faut former les étudiants pour qu'ils soient capables d'appréhender cette technologie qui reste un outil comme un autre et qui doit de nouveau être maîtrisé dans tout dispositif pédagogique, dans les méthodes d'étude des étudiants. Donc, je crois que c'est plutôt l'avenir. À l'avenir, c'est plutôt les institutions qui décideront de est-ce que l'IA, au final, aura été une menace ou une opportunité. Alors, je pense aux plateformes d'apprentissage adaptatif. Par exemple, pour un cours de langue, il y en a beaucoup à apprendre une langue grâce à une app ou quelque chose. On voit beaucoup qui s'y essayent. Alors, je ne connais pas les chiffres vraiment, les résultats derrière ça, s'il y a vraiment des chiffres probants et intéressants et de réussite derrière cela. On prend quand même là la place d'enseignants qui auraient pu donner cours d'anglais, d'allemand, ou n'importe quel cours, ou n'importe quelle plateforme. Est-ce qu'il y a quand même un remplacement? Et là, il y a quand même, je veux dire, une crainte. Sébastien, peut-être? Réponse en 2 temps. Ce que l'IA, comme le numérique, permet à l'enseignement, particulièrement aux enseignants, c'est de leur rendre ce qu'ils ont le plus perdu ces dernières années, c'est-à-dire le temps. C'est du temps pour faire autre chose, c'est-à-dire ça facilite pas mal de choses. Ça, c'est quand on se positionne dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, dans une démarche de politique publique et d'instruction et d'éducation pour tous. Là où je vais être moins mesuré, quand Wikipédia est arrivé, le savoir a quitté la tête des enseignants uniquement pour descendre dans des plateformes qui étaient utilisables par tout un chacun. Et quand on a parlé tout à l'heure du remplacement des enseignants avec Wikipédia, on a vu que ça ne s'est pas fait. Cependant, l'enseignant a changé de posture. Il est passé du maître qui sait à du maître qui enseigne, pour la plupart. Quand les plateformes d'apprentissage à distance sont arrivées et se sont massivement imposées, dans l'enseignement classique tel que nous on le connaît en Europe, ce sont l'enseignement supérieur qui l'a pris en main et qui l'a utilisé comme outil. Dans d'autres cas d'usage, ce sont des sociétés privées qui ont remplacé les enseignants par du mentorat et du coaching à distance sur de l'auto-apprentissage. Ça existe, faut pas... Donc le cas de l'IA est encore plus particulier parce que là, on peut même remplacer les coachs. Oui, c'est ça, tout à fait. On a déjà remplacé les enseignants. Dans ce cadre-là, on remplace les coachs par de l'apprentissage automatique et par de la génération de contenu automatique lié sur la connaissance générale. Et ça fonctionne. On a fait des tests chez nous avec des IA particulières qu'on n'utilise pas spécifiquement actuellement dans l'éducation. Et on peut générer des cours qui sont ingénieurs à 95%, 96% de qualité. C'est-à-dire bien plus que ce qu'un enseignant est capable de faire. Donc l'écueil, il est là. C'est comment est-ce qu'on le prend en compte dans l'enseignement chez nous, c'est régalien l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si on ne le prend pas en compte et si on ne donne pas un intérêt, l'écueil qui pourrait arriver, c'est la proposition externe qui ouvre le champ à l'auto-apprentissage, l'auto-certification, à un accès à des processus pédagogiques qui sont qualitatifs malgré tout,
mais qui sont en dehors de l'enseignement. Ça pose question quand même. Il faut pouvoir les poser. Floriane, justement, ça pose question, ça interpelle. Est-ce que lors du salon cette année, même des autres années, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le tournant IA, etc., je pense que les gens ont plus de crainte, encore plus de crainte et de questionnement. Est-ce qu'on ressent cette crainte de la part de l'enseignant ou des parents qui sont là sur le salon ? Donc, nous, principalement, c'est les professionnels de l'enseignement qu'on reçoit sur le salon. Et donc, je ne dirais pas des craintes, je dirais plutôt qu'on a vraiment ressenti la volonté de se former et d'être accompagné par rapport à l'IA. On le voit vraiment par rapport à nos conférences qui ont été en fait les plus suivies et là où il y a eu le plus d'interactions, c'est les conférences sur l'IA, que ce soit pour la comprendre ou pour s'en faire un allié, que ce soit pour utiliser l'IA pour préparer les cours. Enfin, voilà, c'était vraiment le sujet de cette édition-ci et c'est un sujet qui sera encore exploité pour la prochaine édition puisque les visiteurs ont pu nous faire également la demande de continuer en ce sens et je pense que c'est aussi l'objectif principal du CET, c'est de pouvoir offrir aux enseignants un cadre et des formations qui puissent en fait les accompagner par rapport à des nouvelles technologies. Après, je pense que les enseignants qui viennent sont des personnes qui sont déjà sensibilisées un peu à tout ce qui est nouvelles technologies ou en tout cas qui s'y intéressent ou qui ont une envie de se former. Mais je pense qu'il y a un des freins à l'adoption de ces outils numériques éducatifs qui est souvent le manque de formation ou ces craintes justement, cette peur qui freine, ce manque de familiarité des enseignants avec les outils. Justement, comment supprimer ce frein, comment on accompagne les enseignants étape par étape. On entendait tout à l'heure, il ne faut pas révolutionner, faire adapter la pédagogie, mais que voilà, l'outil s'adapte à la pédagogie. Voilà, comment on sensibilise, bon, plus les enseignants sont jeunes, plus ils sont sensibilisés, mais on n'a pas que des jeunes enseignants, il faut que tout le monde prenne un peu le tournant. Oui, nous, c'est vraiment à travers la formation, en fait, la communication et la formation. Donc, c'est essayer vraiment de faire prendre conscience à l'enseignant que ce qui est prioritaire, c'est avant tout ce qu'il veut enseigner, donc son objectif pédagogique, c'est la façon dont il va l'enseigner, donc vraiment la méthode, et alors c'est le mode d'évaluation qu'il va utiliser pour tester, pour certifier les étudiants. Et que, en fait, l'outil, ça ne doit être qu'une des composantes qui peut renforcer, qui peut aider, améliorer, voire substituer parfois certains autres outils pour, en fait, augmenter significativement son dispositif pédagogique. Donc, c'est vraiment leur faire prendre conscience de ça. Voilà, pour que l'outil n'ait pas un impact négatif, donc qu'on parle d'IA ou d'autres outils, peu importe, que ça amène vraiment une plus-value dans le scénario de l'enseignant et que les étudiants ressentent ça, que ça leur permette de faire des choses supplémentaires, de mieux s'exprimer, de mieux étudier parfois, ou voire même de mieux comprendre la matière, comme l'IA peut le faire. On a des enseignants, on travaille beaucoup avec Benoît, avec un autre enseignant en physique qui lui teste vraiment si l'IA est un outil qui pourrait potentiellement être capable d'apprendre une partie de son cours à ses étudiants. Alors on ne sait pas, à la place d'un des autres enseignants du cours de physique, on ne sait pas encore dire si c'est pertinent ou pas, c'est justement ça qu'on regarde, mais c'est voir est-ce qu'on peut introduire l'IA en tant qu'outil sans qu'elle ne dégomme tout le dispositif pédagogique, qu'elle ne prenne la place de l'enseignant, qu'elle ne remplace, qu'elle amène vraiment une plus-value. Donc ça, c'est des choses vraiment très intéressantes à tester, évidemment. J'entends qu'il y a un nouveau cours donc, à l'UNAMUR sur l'IA, mais j'imagine qu'au fur et à mesure des années qui vont passer, davantage de cours dans ce sens-là vont se développer. Par exemple, là, je pense pour les futurs enseignants, pour pouvoir appréhender ces nouvelles technologies plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être... Vous entendez toujours? Oui. Ah oui, désolé, c'est vrai que je n'ai pas dit le nom. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est un cours, le premier cours qui a été lancé, l'IA, mais on pourrait imaginer plein d'autres cours un peu comme ça pour sensibiliser la future génération des enseignants. Bien sûr. En fait, c'est un courant qui a déjà commencé. Donc, on a déjà commencé dans les différentes universités à intégrer des cours dans certaines formations, par exemple en médecine. On forme les médecins à l'IA, il n'y a plus le choix. Et donc, je crois que c'est effectivement quelque chose qu'il faut généraliser. Il y a
très très gros problème de formation. Et spécifiquement dans ce domaine-ci, c'est vraiment très très important. Parce qu'il y a énormément de choses qui se disent. Et les gens, en fait, n'ont tout simplement pas les outils pour être capables de trier ce qui est du délire concret de ce qui est vraiment intéressant. J'avais beaucoup l'intervention tout à l'heure de Guillaume, malgré ce qu'il en disait, sur le fait que l'IA, c'est un outil. Donc dire qu'en fait, plutôt que parler d'une IA, il faut parler d'IA au pluriel. Il y a plein d'outils différents. Par exemple, le fait de résumer des cours, le fait de poser des questions, le fait de particulariser certaines choses à l'étudiant. Ça, c'est des choses qui existent et qui doivent être mises en place. Et donc, ce qu'il faut, c'est former les enseignants à ça. Donc, je pense que c'est effectivement quelque chose qui va se généraliser pour les enseignants et en fait, tous les professionnels en général. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle un peu de fracture numérique aussi. Voilà, on a parlé formation, mais cette fracture numérique, elle existe. Hein, donc réalité virtuelle, classe connectée, intelligence artificielle, ces innovations, on l'a dit, promettent de révolutionner l'éducation, mais dans la pratique, tous les élèves n'ont pas spécialement accès à ces outils numériques. En Belgique, la fracture numérique, comme je le disais, est une réalité. Ces technologies risquent-elles d'accentuer ou pas les inégalités on peut même peut-être donc les réduire. Dispose-t-on aujourd'hui en fait de chiffres, d'études qui illustrent ces inégalités d'accès voilà, aux outils numériques éducatifs en Belgique? Quel profit peut-être pour les élèves ou quel profil d'élèves ou d'écoles en pâtissent le plus, Guillaume? Oui, alors là, Donc je tente de répondre à la question, mais je pense qu'on est aussi fort dans le domaine de Sébastien, donc n'hésite pas à compléter si besoin. Voilà. Mais oui, il y a des études qui existent et c'est parfois compliqué parce qu'en fait le numérique avance tellement vite et les études prennent tellement de temps à se faire que on est parfois un peu en décalage. Mais on a tout ce qui est notamment baromètre de l'inclusion numérique qui montre en effet que on a environ 40% des gens de 16 à 74 ans, si je note 16 à 74 ans, qui sont en situation de vulnérabilité numérique. Et alors, nous, on se réfère aussi à d'autres recherches. On a par exemple un rapport très intéressant de l'UCL, de Cynthia Dahl, qui est Lutter contre l'échec, qui montre qu'en effet, les personnes, les étudiants en situation de vulnérabilité numérique, ce sont ceux qui, en fait, sont un peu fragilisés au niveau socio-économique. Et ça rejoint un peu les données du baromètre, qui lui détermine un peu des facteurs qui provoquent cette vulnérabilité numérique. On a évidemment le niveau de revenu, on a l'âge aussi. Donc on voit que les personnes âgées, par exemple, sont équipées, mais n'ont pas forcément les compétences numériques nécessaires pour pour utiliser correctement cet équipement. Et alors, on a aussi le niveau de diplôme. On voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un diplôme de niveau secondaire inférieur qui peuvent être en situation de vulnérabilité numérique. Donc ça, c'est vraiment un aspect. Alors, dans la fracture numérique, il y a tout ce qui est accès au matériel. Donc déjà, il y a la vulnérabilité, il y a ce qui est accès au matériel qui est parfois compliqué. Mais ça, il y a eu beaucoup de projets, je pense, notamment Digital Wallonia, qui ont aidé à mettre en place du matériel dans les écoles. Dans les universités, on essaye aussi de mettre à disposition du matériel pour les étudiants. Et alors, il y a tout ce qui est compétences numériques. Nous, ça, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup, parce qu'on remarque qu'en fait, c'est vraiment problématique pour les primo-arrivants à l'université. Donc, les étudiants, pour la plupart, ont accès à un smartphone, ont des compétences, même de très belles compétences sur les smartphones, mais qui ne sont pas toujours adaptées pour le monde de l'enseignement. Et donc, souvent, on remarque que c'est plus pratique, plus intéressant pour eux de travailler sur un ordinateur portable. Alors, faut-il qu'ils y aient accès? Je crois que ça se complique aussi au niveau de l'enseignement obligatoire. Mais le terme compétence numérique est vraiment devenu un enjeu crucial pour nous. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, la Fédération Wallonie-Bruxelles a propulsé un outil qui est très intéressant, qui est PIX. Je pense que tout le monde connaît un peu ici, qui est un outil de diagnostic des compétences numériques. Et qui est vraiment en fait ouvert à tout le monde. Donc c'est un outil qui vient de France, qui permet à n'importe qui de tester ses compétences numériques en fonction du référentiel de compétences européen, donc du DIGCOMP, sur 5 domaines de compétences, et ensuite d'essayer de s'auto-former. Peut-être là un peu le point faible du dispositif, c'est que c'est via des tutoriels, pour le moment en tout cas, qui proviennent un peu de sites différents, et de se faire certifier pour valoriser un peu
ces compétences. Et donc nous, à l'université, c'est vrai qu'on a vraiment pris ça en charge. On commence à mettre les enseignants, les étudiants sur ça pour augmenter le niveau de compétences numériques, qui est en fait un enjeu assez important. Tu veux peut-être rebondir, Sébastien? Oui, c'est mon collègue direct qui s'occupe du baromètre inclusion, donc, et que tu as super bien résumé. Résumer la fracture numérique au matériel, c'est se tromper de cible, en fait. Hein. Le matériel, maintenant, en tout cas dans l'école, il est présent. Dans la plupart des écoles, maintenant, il est présent. Tous les projets qu'on a menés visent à avoir un accès équitable pour toutes les écoles. Donc on est allé, tous les projets école numérique et DOE, Digital Wallonia for Education, l'idée c'est d'aller chercher les écoles les plus lointaines et de leur permettre alors on parle de l'enseignement obligatoire, hein, mais d'avoir le levier qui fait que ça démarre chez eux. On a toujours sur l'œuf ou la poule, hein. Le matériel, il est intéressant, s'il n'y a pas d'usage du matériel, le matériel ne sert à rien. En même temps, il ne peut pas y avoir d'usage sans avoir de matériel. Donc là, pour le moment, le matériel y est. Mais je rejoins la base même, c'est la compétence, et c'est lié à la formation. Et on doit même mettre un step en plus, c'est la fracture numérique des formateurs. Parce que on parlait de formation tout à l'heure, la formation est l'écueil majeur de toute la politique du numérique éducatif. Actuellement, l'ampleur de celle-ci n'est pas en adéquation avec la volonté, ou en tout cas les visions et les objectifs qui sont menés. On a mis un référentiel en cours, le FMTTN, hein, qui est un référentiel technologique, manuel et numérique, dans le cadre du tronc commun, mais la formation des enseignants pêche. Ce qui veut dire que de nouveaux enseignants primaires doivent prendre des compétences qu'ils doivent enseigner, qu'ils doivent valider, qu'ils n'ont pas par ailleurs. Et donc, c'est là où l'enjeu, il est majeur. La fracture, elle va se retrouver entre ceux qui auront la possibilité d'accéder aux compétences et de pouvoir les enseigner, par isomorphisme, et ceux qui n'auront pas cette possibilité-là. Les plus petites écoles, les écoles les plus éloignées, celles qui sont loin des grands centres, et on sait que la Wallonie, elle est très morcelée, il y a 3 grandes villes, et puis tout le reste, c'est beaucoup d'implantations scolaires de très petite taille, mais énormément d'implantations scolaires. Donc énormément d'enseignants seuls en classe qui n'ont pas cette possibilité d'accéder à la formation de manière facile. Donc c'est vraiment très important. Le CET y participe d'une certaine manière parce que c'est un phare une fois l'année. C'est une bonne chose et ça attire pas mal d'enseignants du primaire, on le sait. Mais c'est un travail qui est majeur. Il y a 60 000 élèves par an, par année scolaire, c'est-à-dire 8 000 enseignants. Chaque année du tronc commun qui avance, la réforme avance. Il faut réformer ces 8 000 enseignants. On n'y est pas. On n'y est pas. Non. Justement, voilà, on faisait référence au CET. Ce concept, cette accessibilité est importante aussi au salon du CET. On le ressent. Est-ce que les entreprises font attention à ça, à l'accessibilité pour tous ? Donc effectivement, l'accessibilité, c'est un enjeu majeur pour l'éducation au et par le numérique. Et les entreprises en tiennent compte. Et comment est-ce que ça se traduit sur le terrain ? C'est des offres adaptées pour les établissements scolaires. Il y a aussi des nouvelles initiatives comme des offres de location plutôt que de l'achat, du reconditionnement aussi de matériel. Il y a pas mal aussi de logiciels ou de plateformes qui sont libres d'accès pour pouvoir permettre à tout un chacun de bénéficier de ces ressources numériques d'apprentissage. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un champ des possibles qui est ouvert et les entreprises ont bien compris. Voilà, je te vois, Benoît, acquiescer depuis tout à l'heure. N'hésite pas à prendre la parole si tu veux rebondir. Non, tout a été dit. Super. Bien voilà, notre émission en fait touche déjà à sa fin. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaiterait rajouter un petit mot par rapport à cette thématique, enfin un petit éclaircissement. N'hésitez pas, en tout cas. Je vois que personne ne prend la parole. Donc voilà, un grand merci à tous les 4, en tout cas, pour cette émission et ces échanges passionnants sur
l'éducation et puis toutes ces nouvelles technologies. Hein. On le voit en Belgique, il y a du potentiel, mais il y a encore des manches à mettre, si je résume. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans une nouvelle émission, un nouvel épisode de Technominds. Le mois prochain, on parlera des Smart Cities, comment les technologies redéfinissent nos villes et peuvent les rendre plus intelligentes et durables. On se dit à bientôt.